18 juin 1983. Lettre de Satprem à son frère Pierre. Pierre, écoute bien. J'ai certaines choses à te dire et je ne te les répéterai pas deux fois. Le nouveau monde, ce n'est pas une fuite. C'est une conquête. Une conquête difficile, plus difficile que la conquête du Sahara ou l'ascension de l'Everest. Ce sont des jeux d'enfants. Je n'ai pas l'habitude d'exagérer. Et si tu n'es pas capable de faire ta bataille maintenant, là où tu ne seras pas capable de la faire en Bretagne. C'est maintenant que tu passes l'épreuve, ou ne la passes pas. C'est pour cela que je ne t'ai jamais invité à venir me rejoindre. C'est trop difficile. Tu as voulu me forcer la main et te jeter sur moi, coucou me voilà. Mais on ne triche pas avec le nouveau monde. Il t'a immédiatement pincé et t'a mis exactement là où tu dois être pour passer ton épreuve, ou une partie de ton épreuve. Crois-moi, on ne rigole pas. Je t'avais écrit noir sur blanc, mais probablement tu n'y as pas fait attention. Quand on s'approche de moi, tout devient dangereux. Tu as cru à de belles paroles, mais les belles paroles, c'est pour toi. Moi, je dis ce qui est. Et ça devient effectivement dangereux, car le nouveau monde ne tolère pas une seconde de tricherie, pas un grain de poussière de mensonge, sinon on ne passe pas. Il vous flanque dehors et il sait parfaitement être brutal. Autrefois, on parlait de dragons et de serpents qui gardaient le trésor. C'est une traduction imagée d'un fait réel. Tu ne triches pas avec le dragon. Si tu n'es pas pur, il te brûle. Donc, ta bataille de la pureté, de la sincérité, de l'honnêteté, de la simplicité vraie et divine, tu dois la faire maintenant. Sinon, on te flanquera dehors et la deuxième fois sera peut-être pire que la première. On ne s'approche pas de ces choses graves et sérieuses sans danger. Mais le danger, il est seulement pour l'insincérité et pour l'impureté. Tu as passé 40 ans de ta vie à te raconter des histoires. Laisse tomber le masque, petit. Maintenant, on ne triche plus. Alors, ne crois pas que tu vas prendre le train ou l'avion comme cela pour venir me rejoindre le bec enfariné. On ne te laissera pas faire, même si je le voulais. Je sais de quoi je parle. En quoi consiste cette bataille? C'est simple. Le système général et mondial, on le connaît. C'est-à-dire que quelques-uns le connaissent, ceux qui ont essayé d'en sortir. Ce système, il est cruel. Les forces implacables et fort méchantes sont là dans tous les coins de rue à guetter le contrevenant entre guillemets. Et si tu es en contravention, le sordide commence à montrer les dents. Mais tant que tu marches au pas cadencé, le sordide fait des sourires et des gracieusetés. Il s'appelle justice, il s'appelle poésie, il s'appelle religion, il s'appelle idéal. Il prend tous les masques pour cacher l'histoire vraie, l'histoire sordide. Moi, on m'a délivré brutalement des masques à l'âge de 20 ans. Voilà 40 ans que je suis en contravention. Je connais le métier. Donc, quand on est courageux et un peu obstiné, on sort du système. Cela, c'est la partie la plus facile et la plus amusante, entre guillemets, de la bataille. On est contre, c'est très bien. On en sort, c'est très simple. Pas toujours simple. Mais alors, si on est honnête et sincère avec soi-même, on s'aperçoit très vite, plus ou moins vite, que le système, il a ses racines dedans, dans votre propre peau. Le sordide, il est parfaitement dedans et il vous tient par un millier de petits fils invisibles qui vous font danser par-ci, danser par-là. Ça commence à devenir beaucoup moins marrant et beaucoup plus difficile parce que, alors, le sordide, le système, commence à montrer les dents dedans.
Et là, je t'assure, il faut être très héroïque pour ne pas se laisser bouffer. On peut se laisser bouffer en se racontant de jolies histoires. On s'aperçoit alors que ce ne sont plus des petits flics à droite et à gauche, bien gentils dans leur uniforme reconnaissable, mais des forces universelles et cruelles qui emprisonnent le monde entier des hommes. On est le premier gardien de sa propre prison. Là, je t'assure, il faut être très fort, c'est-à-dire très pur. La pureté, c'est la seule force pour terrasser le dragon. Il n'y a que la pureté, pas d'autres armes. Alors le nouveau monde, cela consiste à déraciner le système au-dedans de soi. Et finalement, le système, il a des racines jusque dans le code génétique et au fond de chaque cellule, parce que nous sommes le fils du père qui était le fils de l'arrière-grand-père qui était toute la Sainte Église est là et toute la Sainte Horreur. Tu comprends la dimension de la bataille? Alors si tu en es encore à sortir la mitraillette, mettre le poing sur la table, écrire des poèmes et dire « moi je », tu es complètement à côté et complètement le pantin de ces forces cruelles. Tu feras la poésie de la révolte et le roman du superbe moi-je, qui est une ridicule petite marionnette. Pour ces forces, la révolte est aussi bonne que la soumission, le mal aussi bon que le bien, l'amour, soi-disant, aussi gourmand et délicieux que la haine. Ce sont les deux masques du sordide. Et le moi-je est le succulent petit pantin de ses forces. La porte de sortie de cet atroce système commence quand on fout à la porte ce fameux « moi-je », parce que de toute façon, ce fameux « moi-je », c'est seulement le « moi-je » du grand-père, de l'arrière-grand-père et de toute la sainte tribu. Il faut sortir de la tribu radicalement. On t'a collé en prison pour trouver la vraie porte de sortie. Si tu continues à faire du cinéma avec toi-même et avec les autres, tu pourras rester 20 ans en prison et même si tu en sors physiquement, tu seras encore dans la prison. Je pourrais te raconter une petite histoire. C'était il y a plus de 25 ou 30 ans. J'étais à Ceylan, mais c'était un autre monde, dans le sud de Ceylan, dans un village en bordure de la jungle, et je vivais dans le temple. Je couchais dans le temple et je mendiais ma nourriture tous les jours avec mon bol de cuivre. C'était l'époque où je croyais être sorti du système. Point d'exclamation. On me donnait généralement du riz mélangé de piment vert haché en menus morceaux. Ce piment était si brûlant que mes doigts brûlaient lorsque je mangeais mon riz. Finalement, comme j'avais déjà eu le typhus dans les camps et une dysenterie amibienne, je me suis mis tous les jours à purger du sang. J'étais très malade. Mais je continuais parce que je suis obstiné. Et un jour, tandis que je nettoyais mon pot de cuivre au bord de la rivière, je m'apitoyais un peu sur moi-même. Je me disais, tu vois, tu es seul au bout du monde, parce qu'à l'époque, il y avait encore un bout du monde. Tu n'as plus rien, tu es en train de crever. Bref. Je me racontais des histoires apitoyantes, mais j'étais tout de même en très mauvais état. Et alors, tout d'un coup, au bord de cette rivière, tandis que je nettoyais mon pot de cuivre et serrais mes tripes endommagées, une force est venue sur moi, m'a saisi et m'a littéralement crié aux oreilles « Mais qu'est-ce que ça peut faire, ce que tu en penses ?» Pierre, un masque est tombé. Tout d'un coup, je n'étais plus le même. Ce que j'en pensais n'avait aucune importance. Tout ce qu'on en pense, c'est du roman, c'est du toc, c'est du mensonge.
mensonge, mensonge. La dysenterie est un mensonge, le typhus est un mensonge, le cancer est un mensonge, tout est un mensonge. On ne pense que du faux et du toc. Il y a autre chose en lettres majuscules. Ça, c'est un premier masque qui tombe, le masque du mental. Puis il y a un deuxième masque, le masque des sentiments, éternel et merveilleux, qui habite les hommes. Celui-là, c'est un masque beaucoup plus trompeur et beaucoup plus coriace. On aime, entre guillemets, on sent, entre guillemets, oh, toute la sainte tribu des passions et des désirs et des sensibilités et des... Moi, je sens. Et ce ne sont rien que des petits fils sordides tirés par les mêmes forces cruelles. Alors il faut que, là aussi, on arrive au point du cri, mais qu'est-ce que ça peut faire, ce que tu en sens? Et c'est tout un théâtre qui tombe. Pas facile. Quand ce deuxième masque, le masque vital, est tombé, on est très proche de ce que j'appellerais le zéro brûlant. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien, tout est cassé, démasqué. On est nul et ridicule et rien du tout. Alors ça commence à brûler dedans. C'est-à-dire que ça commence à être, en lettres majuscules, quelque chose qui n'est ni le grand-père, ni l'arrière-grand-père, ni la poésie, ni la religion, ni l'idéal, ni rien de toute la foutue histoire sordide. Quelque chose qui est sans mots, pur, simple, comme du feu ou comme un enfant. On est l'enfant du feu, de feu. On est le rien qui brûle. On est. Ça, c'est le commencement. Après, il faut aller déraciner les autres mensonges au fond du corps, dans les cellules. C'est la dernière partie de la bataille. Tu piges? Alors pas d'histoire, s'il te plaît, mais du vrai. Avec un V majuscule. Du vrai, en lettres majuscules. Avec Catherine, je t'embrasse, ça te prenne. Car le nouveau monde, c'est le monde où le vrai est puissant. « 19 juin 1983. Il doit y avoir une notion fondamentale ou une perception fondamentale qui est fausse et qui fait que tout le reste n'est pas compris. L'impression d'être penché sur un minuscule inconnu. Un point où le vieux ballon se déchire. On ne peut pas chercher, entre guillemets, à savoir, parce que c'est le vieil organe qui cherche. Il faut devenir le nouvel organe, alors on saura. Je me rappelle Tagore, plus tu appelles l'inconnu, plus il devient connu. Il n'y a qu'à vivre la vérité. Alors nécessairement, on saura la vérité. Après-midi. Depuis des mois, il y a une expérience qui s'est produite des dizaines de fois, ou plutôt qui a tenté de se produire des dizaines de fois, mais je n'ai jamais pu saisir jusqu'au bout. Cet après-midi encore. D'abord, le courant général, ou le milieu général dans lequel le corps baigne, semble se densifier, plutôt une sensation de condensation, au point occupé par le corps dans ce milieu. Ce n'est pas une descente, mais une sorte de densification, comme si le corps s'emplissait d'une puissance épaisse, extrêmement forte, et ça devient presque solide. Tout le corps est comme un bloc de pouvoir dense, et c'est très immobile. Et là, parfois, il se produit cette expérience fugitive.
Tout d'un coup, on sent quelque chose qui tourne dans la tête très légèrement et on sent qu'on va passer ailleurs. Normalement ou généralement, je suppose, on passe dans le sommeil, mais on sent que ce n'est pas du sommeil, c'est autre chose. Je n'ai jamais pu savoir parce que je n'ai pas pu aller au bout de l'expérience. C'est comme un phare à secteur. On est dans un secteur et on sent qu'on vire dans un autre secteur, un très léger déplacement, et on passe, disons, du secteur vert dans le secteur blanc du phare, comme le phare de Quiberon. Mais là, ce n'est pas que l'on soit le navigateur qui passe d'une zone balayée par le secteur vert à une zone balayée par le secteur blanc. On est comme le phare même, le phare de la conscience, je suppose, qui vire légèrement et passe d'un secteur à un autre. Et au moment du changement de secteur, on sent quelque chose qui tourne légèrement dans la tête et on a un sursaut qui vous rattrape dans le vieux secteur habituel. Je ne sais pas si je ne suis pas en bordure du dérangement cérébral, comme dirait Mère, mais il y a tout de même quelque chose qui se passe ou qui essaie de se passer. Peut-être que la conscience humaine est comme un phare habitué à balayer une certaine zone en vert ou en rouge, mais il y a peut-être d'autres secteurs, et au lieu du filtre habituel teinté de rouge ou de bleu ou de vert, il y a peut-être un autre filtre. Ou pas de filtre du tout. Il y a un changement de secteur, mais quoi? Je n'ai pas réussi encore à attraper l'autre secteur. Le monde serait peut-être alors une toute autre affaire. Je n'ai pas peur de devenir fou. On ne peut pas être plus fou que l'homme actuel. Il faut être solidement accroché au divin, être pur, pas d'histoire. 20 juin 1983. Les coupures de l'agenda dans l'heure SAS Action, c'est vraiment une puanteur qui émane de cet ashram. C'est tout à fait ma vision de mère, la colonne vertébrale tordue, squelettique et noircie, qui me criait « Go and get me a safety belt !» Va me chercher une ceinture de sécurité. C'était le 2 avril 1976, voire carnet 1 sous cette date. Et dire qu'elle a souffert tout ça, tous ces gens, tous les jours, les yeux grands ouverts et le corps à vif. Je ne sais pas s'il y a jamais eu pareille horreur dans l'histoire spirituelle, entre guillemets, de l'humanité. Même la crucifixion du Christ semble un théâtre à côté de ça. Mère, quand feras-tu sauter ce samadhi à leur figure de faussaire? La seule solution, c'est un grain de matière pure au milieu de cette décomposition générale, et alors une soif si absolue. Après-midi, des expériences divines si fortes qu'on aurait envie de défaillir. Et pourtant on sent qu'il y a encore des voiles entre la pureté de ça et soi. On aimerait plonger là comme dans un gouffre absolu de feu et d'amour, pour toujours. L'amour absolu. C'est ça. Soir. Je commence à comprendre pourquoi Mère parlait de transe. Oui. On ne sait pas si c'est une douleur ou une béatitude. J'ai l'impression que l'on me fait suivre le chemin de Mère, mais dans des conditions admirables et sans l'horreur de l'entourage.
Lettre de Satprem à Catherine. Catherine. Excuse mes insultes télégraphiques. Elles sont dites avec tendresse. Mais il y a une chose que tu dois comprendre pour Pierre. Lui tenir la main, c'est très bien. Et c'est peut-être ton rôle. Mais la vérité demande des choses plus fortes. Sinon, Pierre passera à côté de la chance de sa vie. Pour une fois, il faut que Pierre ait le courage d'être en face de lui-même au lieu de se raconter des histoires et de se faire plaindre comme un gosse. C'est un gosse, c'est entendu. Mais il s'agit de savoir s'il veut rester dans le vieux monde, gosse du vieux monde, ou passer dans le nouveau. Un fils du feu, pas une gamelle à histoire. Il y a un moment où il faut être seul et nu. Si on rate le moment, on rate définitivement sa vie. C'est aussi grave que cela. Et c'est très accessoirement l'histoire d'un garçon retenu injustement en prison sur de simples présomptions. Moi, je crois que c'est Mère qui l'a retenu en prison parce qu'il faut à tout prix qu'il apprenne la leçon. Sinon, c'est tout à fait inutile, en lettres majuscules, de venir ici. Tel qu'il est, Pierre n'est pas prêt et pas capable de faire aucun passage. Si l'on n'est pas capable de s'affronter soi-même tout cru et tout simple, et de se donner quelques bonnes claques au lieu d'accuser toujours les autres et l'injustice du sort, alors il n'y a qu'à rester dans la menace générale. Vraiment, les révoltés et les innocents, entre guillemets, c'est du blablabla d'un vieil âge. Nous sommes tous dans une certaine pourriture intime dont il faut avoir le courage de sortir. Compris? Sans oublier de sourire. Satprem. 21 juin 1983. Toute trace de mensonge devient insupportable et tellement douloureuse, même quand c'est senti dans les autres, qui apparaissent de moins en moins autres. Alors cela fait un monde suffocant et douloureux, physiquement douloureux. Le mensonge de Pierre, par exemple. Être seulement tendu vers toi. Tout le reste est une douleur. Après-midi. Une lettre de Pierre dit qu'il veut se suicider le 30 juin. Pourquoi ai-je cette peine si profonde ? 21-22 juin 1983, nuit, vision. Voici ce que j'ai noté dans mes bouts de vision. Sujata pendue. Mère assistait à la pendaison, comme si elle condamnait à mort tout le monde. C'était à l'ashram. Tous les ashramites étaient consentants. Pranab passait avec un rictus sardonique. « Oh non, lui, Satprem, ne sera pas pendu. » Encore une fausse mère cruelle qui condamne à mort tout le monde, et d'abord Sujata et Satprem. « 22 juin 1983. Cet après-midi, je sentais que le corps se défaisait complètement. Pas fondre, mais devenir complètement poreux. Et plus il devenait poreux, plus il était traversé par des ondes d'une puissance et d'une vélocité extrême. Une sensation de luminosité blanche diffuse. Et je, le corps, sentais d'une façon très continue
qu'à la place de lui ou l'occupant, il y avait le corps de mère. Note de bas de page. Je sentais même son sourire dans ma figure, alors que je devais probablement avoir l'air sérieux comme un pape. Au point qu'à un moment, j'ai dit « Oh, ce serait bien si mère continuait physiquement son petit bombardement divin du monde. » Une petite pluie supraélectrique qui viendrait trouer toutes ces petites carapaces humaines. Aussi la sensation de respirer par des millions de points de mon corps. Étrange. Comme si ce n'était plus la coagulation habituelle. Pourvu que ce soit toi, c'est tout ce qu'il faut. 23 juin 1983. Constamment l'impression de cerner ou de traquer un secret fondamental, comme si je poussais contre un point énigmatique et crucial. Ça, connu, décelé, et tout le reste est clair. Change. Vision. J'ai vu une drôle de chose cette nuit, dont je n'ai pas l'explication. J'étais au bord de l'océan, mais au-dessus, comme sur une falaise, et il y avait un énorme cube bleu, peut-être 15-20 mètres de haut, qui surplombait l'océan, mais c'était un cube d'océan. Je voyais les angles bien droits, c'était de l'eau, sans aucun doute, bleu comme l'océan, et ça tenait comme si c'était un solide d'eau. C'était comme posé sur l'océan, ou au bord de l'océan, et je regardais cela du haut du cube ou d'à côté du cube, mais en haut. Note de bas de page, non, je devais être plus bas que le cube, puisque je voyais ses arêtes monter vers le haut. Et je me disais, mais comment ça tient ensemble? Et c'était la même matière que l'eau, tout comme l'eau, mais formée en cube. Qu'est-ce que ce cube d'océan? C'est évidemment de la même matière que l'océan, mais une matière qui n'obéit pas aux mêmes lois. On m'avait appris qu'il y avait 3 états dans la matière, solide, liquide et gazeux. Un 4e état de la matière, le liquide solide ou le solide liquide? Serait-ce la matière supramentale qui est ou donne une sensation de bloc solide et c'est pourtant fluide? C'est une solidité qui semble provenir d'une densité vibratoire, comme si les vibrations étaient épaisses, entre guillemets, ou si denses, si fortes, qu'elles donnent une sensation de solidité. Mère parlait d'une solidité souple. Ce cube d'océan, entre guillemets, n'était pas d'un bleu uni et terne, il y avait comme des taches ou des scintillements argentés ou blancs dedans, comme à la surface de l'océan. On sentait une mouvance. « 24 juin 1983. Je ne demande pas la lune ni les pouvoirs du ciel. Je demande ce qui est vrai. La vérité du monde et de l'être. Je sens que Pierre crie. Mon Dieu, quand sortira-t-on de cette douleur partout? Quand on a fini la sienne, on a toutes les autres. 25 juin 1983. J'ai écrit à Carmen et toute la journée j'ai eu une grosse difficulté, comme s'il fallait que je soulève un poids dans cette conscience corporelle, d'habitude si ardente.
Cela donne une mesure. Tout est immédiatement là. Note de bas de page. Carmen venait d'être opérée d'un cancer. Soir. Après cette journée passée à soulever un poids dans le corps, tout d'un coup l'aspiration est revenue et c'était si divin, si merveilleux, cette aspiration, ce besoin, cette flamme, cette soif dans le corps, on l'oublie, que tout d'un coup je me suis dit, mais c'est ça le but, il n'y en a pas d'autre. Et c'est ça le divin dans la matière, ce n'est pas notre aspiration, notre soif, c'est lui, c'est ça qui a soif dans la matière. Je n'ai jamais autant mesuré comment cette aspiration, cette soif est une merveille toute seule. Ça se suffit. C'est la respiration délicieuse de la matière. Et alors finalement, je me demande si ce n'est pas cela, cette fameuse conscience cellulaire dont parlait Mère. J'étais toujours à attendre, espérer, si on savait leur apprendre aux cellules la splendeur qui est au-dedans d'elles. Et c'est là. Et je ne le savais pas. Je sentais toujours une conscience corporelle ou matérielle, générale. Mais c'est un manque d'acuité dans les perceptions. La conscience corporelle est faite de cellules. Voilà 1 an que j'attends ce qui était sous mon nez. La merveille, avec un grand M, elle est là, et bien là. Il fallait qu'on m'en prive une journée pour que je m'en aperçoive. Évidemment, les expériences ne viennent pas avec une étiquette. On a plus vite fait de mettre une étiquette que de vérifier l'expérience. Lettre à Carmen. Ma Carmen très chère. Je suis si content de te savoir de nouveau dans ton nid de l'observatoire, avec les merles et les cloches régulières des bonnes sœurs. Je ne t'écris plus guère, mais tu es avec moi. Plus on va, plus la vie est un mystère fabuleux. On sent aussi qu'il y a une lucarne quelque part très proche et que tout d'un coup on culbutera dans une vie si simple qu'elle est impensable. Les vieux fantômes se débattent, mais ce sont vraiment des fantômes. Tu sais, les découvertes de Mère et de Sri Aurobindo, ce n'est pas simplement un truc pour les avatars et pour les temps à venir, ça se vit, ou plutôt ça se devient. Je vérifie, pas à pas, une incroyable possibilité, et je n'ai plus de doute que toutes nos lois de l'existence et nos sagesses ne valent rien. C'est un fait tout à fait concret, et j'allais dire miraculeux, mais ce n'est pas un miracle. C'est au contraire le grand naturel de l'existence. Quand ça coule dans les veines, on n'a plus de doute que tout est possible. Ce sont seulement les vieilles habitudes qui collent. On essaie de se décoller, voilà. Et alors Mère est si présente. En 1 an, j'ai galopé, ou plutôt elle m'a fait galoper. Je ne veux plus retomber dans les littératures périmées, je veux être, je veux devenir, incarner cette merveille. C'est le meilleur changement du monde possible. Il faut mettre ça dans sa peau. Alors, on verra. Mais c'est là. Il faut que quelques hommes et quelques Carmen appellent et prient. Om Namo Bhagavate. Je te garde dans mon cœur. Satprem.